Si vous avez suivi le catch comme moi pendant la génération Catch Attack, c'est impossible de ne pas avoir été marqué par les talents de heel et le côté ultra arrogant de Chris Jericho. Ouais non, je peux pas commencer comme ça, en fait il y a plein d'autres choses avant. Je recommence. Si vous avez suivi le catch à l'époque de la WCW dans les années 90, c'est impossible de ne pas avoir été marqué par le style différent et le talent hors du commun de Chris Jericho. Ah ouais non mais même ça, je peux pas commencer par ça, il y a plein de choses beaucoup plus marquantes. Si vous étiez fan de catch pendant l'Attitude Era, c'est impossible de ne pas avoir été marqué par les débuts de Chris Jericho face au Rock dans un moment inoubliable qui a marqué tous les fans. C'est impossible aussi d'oublier ses performances pendant cette période et ses grandes rivalités en plus de son exploit d'unifier le titre WWF et le titre de champion du monde poids lourd. Bon, c'est déjà mieux, c'est beaucoup plus marquant, mais j'ai encore un peu du mal, il y a des gens qui suivent le catch aujourd'hui et qui n'ont pas connu tout ça. Allez, je recommence une dernière fois. Si vous regardez la AEW régulièrement depuis sa création, vous n'avez pas pu rater les renouvellements permanents de Chris Jericho, qui arrive à rester ultra important dans une entreprise pourtant remplie de catcheurs et qui reste aujourd'hui à 52 ans l'un des catcheurs les plus importants du business. Bon, je laisse tomber, même avec tout ça, j'ai pas tout dit, c'est absolument impossible de présenter ce boss en une phrase, tant pis. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va revenir sur une immense carrière remplie de rebondissements et d'accomplissements, la carrière d'un homme qui a marqué tellement de générations de fans et qui est aujourd'hui à juste titre considéré comme l'un des meilleurs, avec des changements de personnages dans tous les sens et un immense succès partout dans le monde, le GOAT, le seul et unique, Chris Jericho. Si tout le monde répète sans cesse aujourd'hui que Chris Jericho est l'un des catcheurs les plus complets au monde, c'est pas pour rien. Avec une carrière qui s'étend sur plus de 4 générations et des voyages à travers le monde entier, il a eu l'occasion de pratiquer tous les styles. Il découvre d'abord le catch dans son pays natal au Canada, dans le donjon de la famille Hart où il se forme à la discipline et apprend le style de catch technique. Il part ensuite au Mexique où il a l'occasion de pratiquer la lucha libre, un style différent mais tout aussi important. Il voyage également jusqu'au Japon où le catch est une discipline extrêmement importante et où le style y est plus sérieux avec le strong style où les coups sont portés de manière plus impactante. Et il conclut son périple dans la seconde moitié des années 90 du côté de la ECW où il a l'occasion de voir un style plus extrême mais aussi très technique dans le style américain. Vous l'aurez compris, avec tous ses voyages et ses nombreux matchs, puisqu'en 6 ans il a l'occasion de catcher très régulièrement contre des adversaires différents, Chris Jericho devient rapidement l'un des catcheurs les plus talentueux du circuit et il est donc repéré par d'autres promotions. En même temps, en ayant été formé par l'une des plus grandes familles du catch et en ayant eu l'occasion de se confronter à quasiment tous les styles qui existent en voyageant à travers le monde, le jeune catcheur de 26 ans a des arguments de taille pour prétendre à rejoindre les grandes promotions. Après s'être lié d'amitié avec Lance Storm à ses débuts dans le catch et avoir voyagé dans le monde avec lui, puis s'être séparé de son ami pour croiser tous les noms importants de la ECW, Chris Jericho signe en 1996 un contrat avec l'une des deux plus grandes entreprises de catch aux États-Unis, la WCW. Bien sûr repéré pour ses capacités dans le ring, mais également son personnage intéressant et parlant pour de nombreux fans de catch, Jericho débute en août 96 et fait rapidement une bonne impression, obtenant un mois plus tard à peine son premier match en pay-per-view. Du côté de la WCW, Jericho a l'occasion d'affronter d'immenses noms de l'époque, comme Eddie Guerrero, Chris Benoit ou encore les différents membres des Four Horsemen, et s'il est encore vu au début comme un catcheur de milieu de carte avec un gabarit nettement moins imposant que les stars de l'époque, il s'impose tout de même en remportant le titre Cruiserweight moins d'1 an après ses débuts. La division Cruiserweight de la WCW à l'époque, même si elle n'était pas placée en haut de la carte, c'était l'un des éléments les plus importants de l'entreprise. Le concentré de talent dans cette division, c'était du jamais vu et chaque semaine les gars volaient le show en montrant à tout le monde que le gabarit était loin d'être la seule chose importante pour un catcheur. Il faut comprendre que si aujourd'hui quand on regarde des Eddie Guerrero, des Brian Pillman ou encore des Dean Malenko à la WCW, on peut se dire qu'ils ont quand même un physique assez solide. Ils sont à l'époque considérés comme des catcheurs poids légers, ils sont donc souvent restreints à la division Cruiserweight pour laisser la place de main event à des catcheurs nettement plus massifs, mais souvent aussi moins talentueux. Parce que oui, pendant que des mecs comme Jericho se font chier à voyager à travers le monde pour apprendre des styles différents et faire leurs preuves pour grimper au plus haut niveau des promotions américaines, certains mecs sont simplement repérés dans une salle de sport pour leur physique impressionnant et sont immédiatement propulsés au sommet de la carte dans des matchs de championnat du monde. Du coup, Jericho continue à lutter dans la division Cruiserweight de la WCW et il fait de plus en plus ses preuves, volant le show chaque semaine aux côtés des grands noms de sa catégorie et obtenant le soutien des fans avec ce qu'on peut considérer comme son tout premier personnage sur les grandes scènes, le Lionheart. Vous avez certainement tous déjà entendu ce nom, il a été utilisé à de très nombreuses reprises pendant sa carrière, même très récemment, et c'est celui qui lui a permis de s'établir à la WCW, mais malheureusement c'est pas celui qui lui a permis d'atteindre les sommets. D'ailleurs en réalité à la WCW, aucun de ses personnages ne lui permettront d'atteindre le main event. Il tentera de se réinventer en effectuant son heel turn début 98, ce qui lui permettra quand même d'aller chercher de nouveau le titre de champion Cruiserweight en battant Rey Mysterio à Sold Out 98, mais malheureusement si ce heel turn lui permet de montrer une nouvelle facette de sa personnalité et qu'elle a également beaucoup de succès au sein de la division Cruiserweight, en plus de très bien marcher auprès des fans, elle ne permet pas à Jericho d'éclore de cette division. Il donne tout pour tenter de convaincre les officiels avec des segments inoubliables comme la fameuse liste des 1004 reprises de Chris Jericho qui est ultra populaire et régulièrement mentionné comme l'un des meilleurs segments encore aujourd'hui, mais également avec son personnage de conspirationniste pendant son règne de champion Cruiserweight
Cruiserweight ou encore ses tentatives d'obtenir un match contre Goldberg sur la fin de son run. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs sur cette partie de sa carrière, c'est qu'en réalité les défis et les provocations de Jericho envers Goldberg n'étaient pas uniquement écrites pour raconter une histoire à la télé. À ce moment-là, Jericho sentait bien qu'il avait le potentiel d'intégrer la scène main event de la WCW et il espérait que provoquer Goldberg serait sa porte d'entrée là-bas, mais malheureusement, vous vous en doutez, avec des Hogan et des Goldberg au sommet, il était hors de question de laisser un catcheur aussi talentueux que Jericho se frotter à eux, entre autres au risque d'exposer l'immense différence entre le talent de la division Cruiserweight et celui des main eventers, et donc après un règne de champion télévision pendant l'année 98 et divers matchs au milieu de la carte durant l'année 99, Jericho quitte la WCW en juillet pour se diriger vers la fédération concurrente et obtenir bien plus de succès. Justement, dirigeons-nous maintenant vers la WWF. À l'époque, on est en 1999, le champion du monde c'est Stone Cold Steve Austin et autour de lui on retrouve tous les plus grands noms du catch pendant l'Attitude Era, avec notamment l'un des plus grands également, The Rock. À côté de ça, chaque semaine à Raw, on a un décompte qui commence à apparaître pour annoncer l'arrivée d'un nouveau millénaire et qui semble alors annoncer un moment extrêmement important. En même temps, c'est rien de choquant, on est à l'époque à l'été 99 et le nouveau millénaire n'est qu'à quelques mois d'arriver, et quand on sait toutes les attentes que les gens avaient pour l'an 2000, on comprend pourquoi la WWF a voulu capitaliser là-dessus en teasant quelque chose d'énorme avec ce décompte. En l'occurrence, les fans n'auront pas à attendre jusqu'au mois de janvier 2000 pour découvrir ce qu'annonçait ce décompte, puisqu'alors que The Rock est dans le ring lors de l'épisode du 9 août 1999 et qu'il défie le Big Show pour un match en sortant toutes ses catchphrases, le décompte du nouveau millénaire apparaît sur l'écran géant et annonce une fin dans moins de 20 secondes. Les fans se lèvent et tout le monde est impatient de savoir ce qui va se passer, et après des jeux de lumière, la salle est plongée dans le noir quand soudain une musique se déclenche. Sous l'ovation des fans, le texte Jericho apparaît sur l'écran géant et devant une foule en feu, Chris Jericho fait enfin ses débuts à la WWF, donnant raison aux rumeurs qui annonçaient ses débuts dans un moment tout bonnement exceptionnel et historique. Vraiment, je vous conseille d'aller voir ou revoir ce segment, il est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de la WWE et ça donne encore des frissons aujourd'hui de voir les débuts à la WWF de ce catcheur qui a marqué le catch à tout jamais. Ce qui est fou dans ce moment, c'est qu'on l'a vu à la WCW, même si Jericho est ultra apprécié et qu'il a des règnes de champion cruiserweight et télé, il est extrêmement loin d'être la plus grande star de l'entreprise, et pourtant quand il débarque à Raw, non seulement tout le monde sait qui c'est, mais en plus il est ovationné comme l'immense star qu'il est, et c'est juste incroyable. Dans sa toute première promo à la WWF, Jericho accueille les fans dans Raw is Jericho et se présente comme étant le nouveau millénaire pour la promotion avant de se présenter aux fans. Annonçant qu'il est là pour sauver la WWF, Jericho arrive officiellement en tant que heel et reçoit donc rapidement les huées des fans, en plus de se faire troll par The Rock qui lui demandera son nom avant de lui sortir son classique on s'en fout de ton nom, puis d'annoncer qu'il va lui botter le cul. Suite à ça, Jericho apparaîtra dans les semaines suivantes dans des segments dans les vestiaires pour continuer de présenter un petit peu plus son personnage aux fans et confirmer le fait qu'il était bien heel, et il fera officiellement ses débuts dans le ring du côté de SmackDown lors du premier épisode de l'histoire du show. Celui qui se fait appeler Y2J en référence au bug de l'an 2000 affronte ce soir-là le Road Dogg, et après avoir décidé d'amener une table dans le ring, Jericho fait passer son adversaire au travers pour perdre son tout premier match par disqualification. Pour s'affirmer encore plus, Jericho placera le Road Dogg dans son Walls of Jericho avant de quitter la salle, faisant donc de gros débuts dans le ring malgré sa défaite. Suite à ça, Y2J affrontera divers membres du roster, notamment Ken Shamrock et X-Pac, contre qui il aura son tout premier match en pay-per-view à Unforgiven, et il aura ensuite enfin l'occasion de se confronter à The Rock, qu'il avait provoqué lors de ses débuts, perdant contre celui-ci lors de l'épisode du Raw du 4 octobre. Après ça, Jericho se lancera à la poursuite du titre européen contre D'Lo Brown, mais échouera dans sa quête, et il se lancera ensuite pour de bon à la poursuite de son premier titre à la WWF, en se lançant en rivalité contre Chyna autour du titre intercontinental. Oui, vous rêvez pas, à l'époque c'était Chyna qui était championne, et elle avait normal des matchs contre d'autres catcheurs, et notamment un contre Jericho lors des Survivor Series qu'elle remporte pour conserver son titre. D'ailleurs au passage, petite anecdote sur cette période, Jericho a raconté récemment que quand il affrontait Chyna à l'époque, on lui avait dit de la traiter comme n'importe quel catcheur, ce que du coup évidemment il a fait tout en essayant de la mettre le plus possible en avant alors qu'elle était pas incroyable dans le ring, et au lieu d'être récompensé, Jericho a été puni pour avoir porté parfois des coups jugés trop violents sur Chyna, alors qu'encore une fois, pour la crédibiliser, on lui avait dit de la traiter comme n'importe quel catcheur. Mais bon, passons, et vous vous en doutez maintenant, on n'est plus à la WCW, et donc après quelques temps à s'habituer au rythme et au style de la WWF, Jericho a tout de même largement fait ses preuves, et donc lors de Armageddon 99, il arrive enfin à bout de Chyna après un match franchement pas mauvais en la faisant abandonner grâce à son Walls of Jericho pour remporter son premier titre à la WWF. On voit donc directement qu'il est largement mieux lancé à la WWF qu'à la WCW, puisqu'il remporte certes un titre mineur mais un titre tout de même très prestigieux, et il est largement plus pris au sérieux par les officiels, ce qui va lui permettre d'encore progresser. Suite à cette victoire, Jericho défendra son titre à de nombreuses reprises, autant à Raw qu'à SmackDown, et il finira par le défendre une fois de plus contre Chyna lors de l'épisode du 30 décembre du show bleu, mais ne parviendra pas à le conserver suite à une fin un peu bizarre.
En gros, on aura un ref bump, c'est-à-dire que l'arbitre va prendre un coup et sera donc incapable d'arbitrer le match pendant quelques temps, ce qui mènera donc à l'arrivée d'un nouvel arbitre, mais les deux officiels feront le compte de 3 en même temps, alors que Chyna et Jericho avaient tous les deux les épaules au sol, et il sera donc impossible de déterminer un gagnant. Ce moment mènera à la première vraie storyline de Jericho à la WWF, dans laquelle il sera co-champion avec Chyna, tout en arrivant bien sûr pas à s'entendre avec elle, et en vrai, pour une petite rivalité de début de carrière, c'est pas si mal, d'autant que ça va permettre à Jericho d'exposer encore son talent au micro, en plus de permettre son face turn. Finalement, après un mois de partage du titre, la ceinture sera officiellement remise en jeu dans un match triple menace au Royal Rumble, et c'est bien Jericho qui viendra à bout de Chyna et de Hardcore Holly pour confirmer sa place en tant que seul champion intercontinental. Suite à ça, Jericho va continuer son run en défendant son titre assez fréquemment, et notamment contre les cousins Holly qu'il battra tous les deux pour rester champion. Après un nouveau règne d'à peine un mois, Jericho tombe finalement sur un adversaire plus fort que lui lors de No Way Out, puisqu'après un match très cool contre Kurt Angle en ouverture du show, Y2J perd le match et le titre, mais reste tout de même dans la course à ce championnat. Il reste en rivalité contre Angle, qui est à l'époque champion intercontinental et européen, et après de nombreux matchs par équipe contre les Radicals, une équipe entre autres composée de Eddie Guerrero et Chris Benoit, il se lance en rivalité contre eux, ce qui mène au premier match de Jericho à WrestleMania, dans un triple menace contre Benoit et Kurt Angle. Ce soir-là, les deux titres de Angle sont en jeu, dans un match assez particulier parce qu'il y a en fait deux matchs en un, et après avoir perdu le premier tombé au profit de Benoit qui devient alors champion intercontinental, Jericho réussit à placer son Lion Salt sur le nouveau champion pour remporter le deuxième tombé et devenir pour la première fois champion européen. Un mois après la perte de son titre intercontinental, Jericho se lance donc dans un nouveau règne, mais dès le lendemain de WrestleMania, Y2J perd son titre contre Eddie Guerrero, mettant alors un terme à son premier règne de champion européen et à son association avec Chyna qui le trahit ce soir-là, mais plantant également les premières graines de l'arrivée de Jericho dans le main event. Après avoir perdu ce titre mineur au lendemain de WrestleMania, Jericho se lance à la poursuite du champion du monde Triple H et il nous sort cette légendaire promo dans laquelle il insulte Stephanie McMahon pour officialiser une nouvelle rivalité. Dès l'Euro du 17 avril, Jericho obtient donc son premier match pour le titre de champion contre The Game, et après un ref bump et de nombreuses interventions, Triple H s'embrouille avec le deuxième arbitre Earl Hebner et pousse celui-ci au sol, ce qui permet à Jericho de surprendre le champion avec un spinning heel kick et un Lion Salt, et en guise de vengeance, Hebner effectue le compte de 3 ultra rapidement, donnant la victoire à Jericho et lui permettant alors d'obtenir pour la première fois un titre de champion du monde à la WWF. Alors oui, vous vous en doutez, cette victoire est en fait extrêmement controversée, et la décision sera d'ailleurs renversée quelques minutes après le match, et ce premier règne de Jericho ne sera donc jamais reconnu officiellement. Vous vous en doutez, même si cette victoire était controversée, et même si Jericho est immédiatement privé de son titre, ce moment a quand même permis de réaliser à quel point Jericho était populaire auprès des fans, et il se rapproche donc de plus en plus d'une véritable explosion en tant que main eventer. Justement, après ça, Jericho reste quand même en rivalité avec Triple H, tout en se lançant de nouveau à la poursuite du titre intercontinental qu'il finit par remporter, mais qu'il ne conservera encore une fois que quelques jours, le perdant contre Chris Benoit après l'avoir défendu 3 fois dans la même soirée. Après avoir tourné autour du titre de champion intercontinental pendant quelques semaines et avoir bien occupé le milieu de la carte, Jericho conclut sa rivalité contre Triple H lors de Fully Loaded, perdant un last man standing absolument excellent que je vous conseille de voir, et semblant alors être plus proche que jamais d'intégrer pour de bon la scène du main event. Malheureusement, à ce moment-là, Triple H n'est déjà plus champion de la WWF et Jericho est donc encore loin de prendre le titre, mais il commence quand même à être considéré comme un challenger crédible aux côtés de noms importants comme Kurt Angle et Triple H, et ce last man standing exceptionnel l'a bien prouvé. Pour autant, l'année 2000 ne permet pas directement à l'homme du millénaire d'exploser, puisqu'il revient après ça dans le milieu de la carte, avec notamment une rivalité contre Chris Benoit et un très bon 2 out of 3 falls à SummerSlam 2000, et il continue après ça avec divers matchs dans les shows hebdomadaires contre des catcheurs qu'il connaît très bien comme Eddie Guerrero et X-Pac. Finalement, la fin de l'année semble relancer Jericho puisqu'il a l'occasion de devenir challenger numéro 1 au titre de la WWF à plusieurs reprises, mais il échoue malheureusement à chaque fois, se lançant ensuite dans une rivalité contre Kane pour s'occuper en attendant l'année suivante. Bon, malheureusement, si jusqu'à présent Jericho avait eu des histoires intéressantes et l'occasion de briller dans le ring et au micro, cette rivalité contre Kane est loin d'être sa meilleure ou sa plus mémorable, d'autant qu'elle commence de manière bizarre avec Jericho qui renverse son café sur le Big Red Monster. Mais surtout, cette rivalité semble maintenir Jericho en arrière alors que les Angle, Rock et Triple H sont au sommet de la carte, là où Y2J a largement sa place. Jericho relance son année 2001 d'une bonne manière quand même, puisque même s'il est encore loin du titre mondial, il récupère son 4e titre intercontinental en battant Chris Benoit au Royal Rumble, et il défend suite à ça la ceinture régulièrement, autant dans les shows hebdomadaires que dans les pay-per-view. Il se débarrasse de ses nombreux adversaires pour conserver sa ceinture, battant notamment divers membres des Radicals, et finalement il apparaît pour la deuxième fois sur la plus grande scène du monde à WrestleMania 17 en battant William Regal dans le match d'ouverture de la soirée. On sent donc quand même qu'en milieu de carte, Jericho a une importance particulière, il a l'occasion de prouver son talent très régulièrement au fil de ses rivalités et de ses matchs, et il a la chance d'ouvrir WrestleMania 17, l'un des meilleurs WrestleMania de l'histoire, mais on sent aussi qu'il pourrait aller beaucoup plus loin et que la WWF doit rapidement capitaliser sur lui. Justement, après avoir perdu le titre intercontinental contre son rival Triple H,
Jericho termine sa rivalité contre William Regal et s'associe ensuite à un homme contre qui il a eu de nombreux matchs et une rivalité assez tendue, un certain Chris Benoit, pour devenir challenger numéro 1 au titre par équipe lors de Judgment Day. À ce moment-là, les champions par équipe c'est pas n'importe qui et les ceintures sont littéralement propulsées au sommet de la carte, puisque les champions sont nul autre que le two-man power trip de Stone Cold et Triple H qui sont respectivement champions WWF et Intercontinental. Et tout ça nous mène donc à un moment excellent lors du Raw du 21 mai 2001 où Chris Jericho et Chris Benoit viennent à bout de Austin et Triple H dans un match absolument exceptionnel pour remporter pour la première fois les titres par équipe et continuer de crédibiliser Jericho en tant que main eventer. Franchement, ce match est juste incroyable et je vous conseille vraiment d'aller le voir et c'est d'ailleurs probable que vous le connaissiez déjà puisque c'est dans celui-là que The Game se déchire le quadriceps, mais au-delà de ce moment mémorable, c'est un affrontement juste fou. Du coup, suite à cet excellent match, Jericho et Benoit continuent leur route en tant que champions par équipe, défendant notamment les ceintures dans un TLC match dès le SmackDown suivant face à Edge et Christian, les Dudley Boys et les Hardy. Et à côté de ça, Jericho se lance dans des feuds en solo, remportant notamment le titre hardcore et ayant une nouvelle chance au titre poids lourd de Stone Cold lors du Raw du 4 juin. Après avoir conservé leur titre pendant environ un mois, Jericho et Benoit finissent par perdre les ceintures lors du SmackDown précédent le King of the Ring au profit des Dudley Boys, mais les deux hommes se rattrapent quand même bien, ayant tous deux une chance au titre contre Stone Cold Steve Austin dans un triple menace au King of the Ring, mais finissant par perdre le match après quasiment 30 minutes d'un très bon match, mais qui malheureusement souffre du fait d'être placé après l'inoubliable affrontement entre Kurt Angle et Shane McMahon. À côté de tout ça, pendant ce temps, la WWF est en pleine storyline de l'invasion après le rachat de la WCW, ce qui prouve d'ailleurs au passage que Jericho a fait le bon choix en rejoignant la WWF, et cette invasion va permettre l'ajout d'un nouveau titre de champion qui ne va pas tarder à permettre à Jericho d'exploser. Si on peut logiquement penser qu'avec des mecs comme The Rock et Stone Cold au sommet, Jericho sera au second plan et aura à la rigueur le titre WCW en guise de lot de consolation, l'entreprise va prendre en fin d'année 2001 une décision surprenante mais excellente. Mais avant d'y arriver, Jericho va d'abord devoir passer par d'autres étapes. Il intègre le 5 contre 5 lors de Invasion 2001 pour défendre la WWF, mais son équipe perd le match. Il se confronte au champion WCW Booker T mais ne parvient pas à remporter la ceinture. Il se confronte également à des catcheurs de la ECW comme Rob Van Dam ou Rhino. Il a de nouvelles chances au titre hardcore et intercontinental en septembre mais ne réussit pas à remporter les ceintures. Et alors qu'il semble se retrouver dans une période difficile, il obtient un match de challenger numéro 1 au titre WCW contre Rob Van Dam. C'est donc lors du Raw du 11 octobre 2001 qu'après un très bon match, Jericho profite de l'intervention de Stone Cold qui explose Rob Van Dam avec une chaise pour obtenir un match de championnat contre The Rock pour le titre de la WCW lors de No Mercy. On arrive donc à No Mercy 2001, Chris Jericho et The Rock se livrent à une lutte incroyable devant un public en feu qui est déjà en train de vivre une immense soirée, et au terme de plus de 20 minutes d'un match disputé et excellent, Jericho profite d'une intervention de Stephanie McMahon pour placer un genre de skull crushing finale appelé le breakdown sur une chaise, et il couvre donc enfin The Rock dans un moment de fou pour remporter la ceinture de l'entreprise qu'il avait traité comme un simple mid-carder en battant l'homme contre qui il a fait ses débuts dans la promotion rivale. C'est un moment juste incroyable et magnifique. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Oui, Jericho est champion WCW, mais son ascension est loin d'être finie. Dès le lendemain à Raw, il remporte une fois de plus les titres par équipe, cette fois-ci aux côtés de The Rock, puisque les hommes s'associent pour le bien-être de la WWF, et après avoir perdu les titres une semaine plus tard et avoir défendu son titre de champion contre Kurt Angle à Rebellion 2001, Jericho perd la ceinture de champion WCW contre The Rock lors du Raw du 5 novembre. On peut alors se dire que Jericho subit là un échec et qu'il va retomber dans le bas de la carte, mais pas du tout, et en l'occurrence bien au contraire. Il participe d'abord à la conclusion de la storyline de l'invasion au Survivor Series, effectuant son heel turn en trahissant la team WWF, puis à l'approche de Vengeance, Jericho se retrouve à nouveau dans une position extrêmement importante. Maintenant débarrassé de la WCW, la WWF fait le choix d'unifier les deux ceintures de champion pour couronner lors de Vengeance un champion indisputé. Pour ça, 3 matchs sont prévus au total. Dans un premier temps, Stone Cold défend son titre WWF contre Kurt Angle. Le match est immédiatement suivi d'un affrontement pour le titre poids lourd entre The Rock et Chris Jericho, et les gagnants des deux matchs s'affrontent en main event pour unifier les ceintures et couronner un champion indisputé. À ce moment-là, en toute logique, on s'attend à voir un main event entre The Rock et Stone Cold pour donner aux fans un affrontement dantesque, et cette idée est renforcée par la victoire de Stone Cold sur Kurt Angle, mais une surprise allait avoir lieu ce soir-là à laquelle personne ne s'attendait. Alors que The Rock et Chris Jericho se donnent depuis 20 longues minutes et sont à bout de force, Vince McMahon débarque pour perturber le champion du monde, ce qui permet à Jericho d'en profiter pour envoyer un low blow sur le champion, avant de l'enchaîner avec un rock bottom pour une fois de plus battre The Rock au terme d'un match de fou et remporter pour la deuxième fois le titre poids lourd. Vous vous en doutez, la performance de Jericho s'arrête pas là, il doit enchaîner avec un match contre le champion de la WWF Stone Cold Steve Austin qui fait immédiatement son entrée, et là il n'y a aucun doute, c'est Austin qui va quitter le show en tant que premier champion indisputé. Les deux hommes sont explosés par leurs précédents adversaires avant le match et ils commencent donc l'affrontement tous les deux au sol, mais après un nouvel affrontement violent et disputé, Booker T débarque de nulle part pour frapper Austin avec la ceinture, ce qui permet à Chris Jericho de couvrir le champion pour marquer l'histoire en devenant le tout premier champion indisputé.
Et oui, ça peu importe quand est-ce que vous avez découvert le catch, c'est sûr que vous l'avez déjà entendu, il n'a jamais arrêté de le répéter, il a bel et bien battu The Rock et Stone Cold dans la même soirée. Alors oui, les deux matchs se finissent par des interventions qui facilitent clairement la victoire de Jericho, mais ça évidemment il ne le disait jamais, et à force de le répéter, Y2J arrivait parfaitement à s'imposer comme le boss qui a battu deux des plus grandes stars du catch dans la même soirée, ce qui montre une fois de plus tout son talent. L'ascension de Jericho à la WWF, c'est vraiment un phénomène passionnant à regarder, et je peux pas vous raconter en détail l'intégralité des matchs et des segments qui ont mené à ce moment, mais de manière générale son ascension est juste parfaite, et là le voir aller s'imposer contre deux des plus grands noms du catch pour devenir champion indisputé, c'est juste magnifique. Mais bon, si aux écrans en tant que fan on voyait un moment excellent pour Jericho, force est de constater que de son point de vue, c'était pas si génial. Je connais bien sûr pas tous les détails de ce qui se passait dans les vestiaires à l'époque, mais globalement, la manière dont Jericho a appris qu'il allait remporter la ceinture en dit pas mal sur la confiance que la WWF avait sur lui. En gros, alors qu'il était juste en train de manger le soir du show dans les vestiaires, Jericho a entendu Vince McMahon dire cette phrase à l'Undertaker: « Est-ce que tu sais comment on voit que le business est en train de tomber dans le fond des chiottes? On va mettre le titre indisputé sur Chris Jericho. » Oui, voilà, donc vous imaginez bien que Jericho, quand il a reçu la nouvelle de cette manière-là, il devait être à moitié content, mais aussi un petit peu dégoûté. Mais bon, malgré tout ça, Jericho est de retour dans son personnage de heel depuis les Survivor Series, il a l'occasion d'encore plus briller et de faire ce qu'il sait faire de mieux autant au micro que dans le ring, et il défend alors sa ceinture très régulièrement, la conservant toujours de manière controversée, notamment au Royal Rumble où il bat The Rock grâce à un low blow, mais également à No Way Out où il s'accroche à son titre en profitant cette fois-ci d'une intervention de la NWO pour s'orienter vers WrestleMania 18 en tant que champion du monde. Peu de temps avant ça, Triple H avait effectué son retour exceptionnel et il était allé chercher la victoire dans le Royal Rumble pour obtenir un match de championnat à WrestleMania, et le main event du 18e anniversaire du plus grand show de l'année était donc officiel. Chris Jericho allait défendre son titre indisputé contre The Game, Triple H. Jericho intègre alors pour la première fois de sa carrière le main event de WrestleMania, un moment exceptionnel pour lui qui lui permet de s'affirmer comme étant au sommet de la WWF, mais malheureusement et malgré la présence de Stephanie McMahon à ses côtés, Chris Jericho perd ce match qui est franchement un peu décevant et Triple H récupère sa place au sommet de la WWF. Évidemment, Jericho ne compte pas disparaître comme ça après une défaite d'une telle ampleur et il démarre donc directement une rivalité contre Triple H et il se dirige enfin vers Judgment Day pour conclure une bonne fois pour toutes sa rivalité contre The Game dans un Hell in a Cell vraiment très bon que Y2J perd malheureusement. On a donc vu que Jericho a explosé depuis 1999 et qu'il s'est vraiment établi comme une top star allant même jusqu'à main eventer WrestleMania, et il a pu montrer tout son talent pendant cette période autant en tant que heel qu'en tant que face et autant dans des segments comiques que sérieux. Bref, tout le talent de Jericho était enfin exposé au monde entier. Malgré tout ça, Jericho entre après sa rivalité contre Triple H dans une période un peu compliquée puisqu'il s'éloigne de la scène des main events, se lançant notamment dans une rivalité avec John Cena qu'il perd également après un match à Vengeance 2002. D'ailleurs, petite anecdote sur ce match, Jericho a dû insister auprès de Vince McMahon pour perdre ce match parce qu'il pensait réellement que Cena avait du potentiel et qu'il avait besoin de cette victoire, alors que Vince McMahon à l'époque considérait qu'en fait Cena pouvait perdre, on s'en foutait complètement, et force est de constater que Jericho avait raison. Suite à ça, Y2J est drafté à Raw pour s'attaquer à d'autres histoires, se lançant notamment à la poursuite du titre intercontinental qu'il finit par remporter lors du Raw du 16 septembre, mais il ne parvient pas à conserver son titre contre Kane dans un match de championnat qui donnait également à son vainqueur un match d'unification des titres contre le champion du monde Triple H. Pour tenter de se relancer, Jericho s'associe avec Christian et les deux hommes remportent dès leur deuxième match les titres par équipe pour former une équipe vraiment très cool. Et c'est marrant parce que parmi les partenaires de Jericho, Christian n'est pas celui qui est le plus souvent cité alors que franchement l'équipe marchait ultra bien. L'équipe canadienne arrive à conserver les ceintures un bon bout de temps après ça, notamment lors de leur première défense en pay-per-view à No Mercy, et la moitié des champions par équipe Y2J intègre même le premier Elimination Chamber de l'histoire au Survivor Series pour essayer d'aller chercher le titre de champion du monde poids lourd. Bon, vous le savez sûrement, Jericho ne remporte pas le titre ce soir-là puisque c'est Shawn Michaels qui le gagne pour se lancer dans sa grosse rivalité contre Triple H, et Jericho lui retourne à ses affaires par équipe aux côtés de Christian. Malheureusement, l'équipe ne va pas tarder à traverser une période difficile puisqu'après avoir perdu leur ceinture lors de Armageddon, des tensions vont commencer à se créer entre Jericho et Christian à l'approche du Royal Rumble puisque les deux hommes aspirent évidemment au titre et au main event de WrestleMania. Ces embrouilles vont mener à des segments très drôles, notamment celui du Raw du 6 janvier 2003, mais à côté de ça, Jericho se lancera en rivalité avec Shawn Michaels en le provoquant dans son highlight reel, mais également à l'approche du Royal Rumble, Jericho va intégrer un match à 4 lui permettant en cas de victoire de choisir sa place dans le Royal Rumble. Jericho va justement remporter ce match et au lieu de logiquement entrer en 30e position, Y2J voudra prouver à celui qu'il a admiré en grandissant qu'il est meilleur que lui, et il choisit donc d'intégrer le match en 2e position pour se confronter d'entrée de jeu à Shawn Michaels. Vous vous en doutez, tout ça c'est les prémices d'une
rivalité excellente qui mériterait d'être détaillée dans une vidéo à part entière, puisque lors du Royal Rumble, les deux hommes vont ouvrir le match et lutter pendant de longues minutes, avec Michaels qui subira un passage à tabac par son rival qui se conclura par l'élimination de HBK qui confirme alors l'intensité de la rivalité. Cette histoire amènera bien sûr à WrestleMania 19 avec un match absolument exceptionnel entre les deux hommes qui voleront littéralement le show, éclipsant beaucoup d'autres matchs de la carte tellement leur affrontement était monumental, et après avoir perdu contre son idole d'enfance, Jericho trahira celui-ci en envoyant un low blow pour annuler toutes les théories d'un face turn et se confirmer dans sa place de heel. C'est marrant de se dire aujourd'hui que cette rivalité de base ne devait même pas avoir lieu. Initialement, ça devait juste être un segment dans le highlight reel et ça devait s'arrêter là, mais ça a tellement bien fonctionné que la WWE a décidé de capitaliser dessus et franchement, ils ont vraiment eu raison parce que toute l'histoire de Jericho qui a grandi en s'inspirant de Shawn Michaels pour finalement voler le show contre lui à WrestleMania, c'était juste excellent. Suite à cette très bonne histoire, Jericho s'attaque à d'autres choses, se lançant notamment dans une rivalité avec Goldberg, et il se lance ensuite à la poursuite du titre intercontinental pour obtenir son 6e règne qui ne durera même pas un jour. Pendant cette époque, Jericho se lie également d'amitié avec Trish Stratus alors que Christian s'attire lui des faveurs de Lita, mais après avoir réalisé quel était le réel objectif des deux hommes, une rivalité se lancera entre les deux équipes qui culminera à Armageddon 2003 dans un match vendu comme la bataille des sexes. Oui, vous avez bien entendu, il y a bien eu un match par équipe entre Jericho et Christian contre Lita et Trish, et même si ok c'est pas le plus grand match de l'histoire, ça permet quand même de raconter l'histoire de la séparation de l'équipe de Christian et Chris Jericho qui vont pouvoir se lancer en rivalité. Cette rivalité culminera justement à WrestleMania 20 où Jericho et Christian ont un très bon match qui conclut hyper bien l'histoire d'une équipe très cool et qui permet à Jericho de passer à autre chose. Après ça, Jericho erre un petit peu dans le milieu de la carte avec divers matchs et une rivalité contre l'Evolution puis contre Edge, ce qui lui permet de se relancer à la poursuite du titre intercontinental. Vous l'aurez compris, Jericho est l'homme avec le plus de règnes de champion avec ce titre, et c'est maintenant la 7e fois qu'on le mentionne, et justement, après le retrait du titre intercontinental des mains de Edge pour cause de blessures, les deux anciens associés devenus rivaux, Christian et Jericho, s'affrontent dans un match de l'échelle à Unforgiven, permettant à Jericho de battre le record du plus grand nombre de règnes de champion intercontinental avec un total de 7. Ce règne, au-delà d'être historique malgré sa courte durée, il permet en plus de mener à un moment très cool puisque lors de Taboo Tuesday, le public vote en masse pour Shelton Benjamin, et au terme d'un match vraiment bon que je vous conseille aussi, Shelton remporte pour la première fois le titre de champion dans un moment que j'ai personnellement adoré. Après avoir perdu son titre, Jericho se lance dans diverses histoires et se mêle aux classiques matchs à plusieurs comme l'Elimination Chamber, le Royal Rumble ou le Money in the Bank dont il est d'ailleurs l'inventeur, et il continue ensuite d'avoir des matchs assez classiques et peu importants dans le milieu de la carte, mais il a surtout l'occasion lors de ECW One Night Stand 2005 d'avoir un match extrêmement important à ses yeux contre Lance Storm. Lance Storm c'est l'un des meilleurs amis de Jericho et c'est aussi son premier ami dans le catch, mais en plus de tout ça, c'est aussi l'homme contre qui il a fait son premier match. Du coup, le fait d'avoir la chance 15 ans plus tard de s'affronter une fois de plus pour conclure la carrière de Lance Storm à la WWE, c'était une occasion en or pour Jericho, et les deux hommes ont ouvert le show avec un affrontement excellent. Mais bon, malgré tout ça, Jericho se retrouve quand même dans une période assez compliquée dans laquelle il a du mal à se réinventer, et après s'être lancé à la poursuite du titre de la WWE dans une rivalité contre John Cena, il perd un Loser Leaves Town lors du Raw du 22 août 2005, quittant alors l'entreprise pour de vrai et pensant alors quitter le catch pour de bon. Absent pendant des années après ça, un retour de Jericho commence à être teasé à la WWE en septembre 2007, avec de nombreux indices laissant penser que Y2J allait revenir dans les semaines à venir, et lors du Raw du 19 novembre, alors que Randy Orton se vante de ses accomplissements, il est interrompu par un message qui annonce que la réponse est dans le message codé, avant d'afficher un texte indiquant « Sauve-nous » auquel sera ajouté à la fin 3 lettres extrêmement significatives, Y2J. Un décompte apparaîtra alors sur l'écran suite à ça, et une musique familière retentira enfin dans une arène de la WWE après 2 ans d'attente, et c'est ainsi que sous l'ovation des fans, Chris Jericho effectue son tant attendu retour à la WWE. Franchement, je vous conseille tous d'aller revoir ce moment. Même s'il n'est pas aussi populaire que celui des débuts de Jericho à la WWE, il reste exceptionnel et il me donne réellement des frissons quand je le regarde aujourd'hui. Jericho profite de son retour pour changer à nouveau de personnage, revenant avec des cheveux courts et de nouvelles prises, notamment son Codebreaker, et Y2J se lance alors en rivalité contre Randy Orton. Désormais face, Jericho tente de récupérer le titre de la WWE à Armageddon, mais il échoue suite à une intervention de JBL, ce qui mènera évidemment à une rivalité entre les deux hommes et à un match au Royal Rumble 2008 que j'ai déjà retracé sur la chaîne, et même si certains moments de cette rivalité sont cool, elle ne mènera en réalité pas bien loin et se terminera lors du Raw du 4 février. Toujours face à ce moment-là et avec un personnage encore différent de celui qu'il était au début des années 2000, Jericho se lance à la poursuite de son 8e titre intercontinental qu'il remporte en battant Jeff Hardy, s'orientant ensuite vers WrestleMania 24 dans le Money in the Bank Ladder Match qu'il ne parvient toujours pas à remporter. Mais vous le savez, 2008 c'est pas que l'année durant laquelle Jericho remporte le titre intercontinental ou l'année pendant laquelle il échoue à WrestleMania, c'est également l'année d'une de ses plus grandes rivalités contre Shawn Michaels. Alors j'ai déjà abordé cette rivalité dans les plus grandes rivalités de la génération Catch Attack, mais si vous voulez que je lui dédie une vidéo à part entière pour mieux la détailler, n'hésitez pas à me le dire, et en l'occurrence pour aujourd'hui on va
va pas pouvoir rentrer dans les détails. Globalement, Jericho va se mêler après WrestleMania de la rivalité entre Shawn Michaels et Batista, et après avoir accusé Michaels d'avoir feinté une blessure au genou pour avoir le dessus sur Batista, Jericho et Shawn Michaels se lanceront officiellement dans leur rivalité, permettant à Y2J d'effectuer son heel turn lorsqu'il enverra Michaels dans le Jerrytron, et menant aussi à des matchs de fou, notamment un unsanctioned match lors de Unforgiven 2008 et un inoubliable match de l'échelle à No Mercy pour le titre poids lourd que Jericho avait remporté dans un Championship Scramble. Après avoir conclu temporairement sa rivalité contre Michaels lors de No Mercy justement, Jericho continue son règne de champion du monde en échangeant le titre avec Batista en fin de l'année et profitant alors pleinement de son nouveau personnage pour se faire haïr comme jamais. Vraiment, le personnage de Jericho arrogant en costard, il fallait être là pour le voir. Il a commencé à créer ce personnage dans sa rivalité contre Shawn Michaels et il faut savoir qu'à l'époque, le gars était tellement détesté par les fans que c'était l'un des rares personnages qui se faisait encore insulter dans la rue quand il croisait des fans parce que les mecs voulaient vraiment sa peau. Pendant cette période, avec ce personnage excellent, Jericho conclut pour de bon sa rivalité avec Shawn Michaels en le battant dans un last man standing et il perd 2 semaines plus tard la ceinture au profit de John Cena au Survivor Series, lançant une petite rivalité entre les deux hommes qui se conclut assez rapidement pour permettre à Jericho de passer à autre chose. À ce moment-là, on est en février 2009 et ce mois-là sort The Wrestler, un film que je vous conseille tous de voir vraiment parce qu'il montre un côté du catch que beaucoup ignorent et c'est un très bon film, mais ce qui est important pour nous à ce moment-là, c'est l'acteur principal de ce fameux film, Mickey Rourke. En voyant que cet acteur s'est intéressé au catch pour son film, la WWE envisage de lui proposer un match contre Chris Jericho pour WrestleMania afin d'apporter de nouveaux yeux sur la WWE et également de faire la promotion du film afin que tout le monde soit gagnant. Évidemment, Jericho est ravi de participer à ce match, d'autant qu'il pense réellement qu'il peut avoir un bon match avec Mickey Rourke, mais alors que le match n'est même pas encore officiellement annoncé, l'acteur provoque Jericho lors d'un discours sur un tapis rouge, et ce qui semblait être simplement un teaser pour un match va s'avérer être l'élément qui va tout bonnement annuler tous les plans. En fait, à ce moment-là, l'équipe de Mickey Rourke voit la WWE comme quelque chose de négatif et même comme quelque chose qui pourrait lui coûter un Oscar, parce que quelques temps avant ça, Eddie Murphy avait tourné dans un film extrêmement mal vu qui avait justement ruiné ses chances d'obtenir un Oscar. Du coup, toute l'équipe de Rourke va se mettre à paniquer, ils vont réussir à convaincre l'acteur de ne pas avoir de match à la WWE au risque de gâcher un potentiel Oscar, et donc, à peine annoncé, le match entre Mickey Rourke et Y2J était déjà annulé. En guise de remplacement, Jericho reprendra des aspects du film qui traitent des catcheurs qui font durer leur carrière trop longtemps, et il se lancera alors en rivalité contre des légendes du catch, obtenant un match contre Roddy Piper, Jimmy Snuka et Ricky Steamboat lors de WrestleMania 25, avant de se faire exploser par Mickey Rourke après le match. Oui, et puis petite anecdote pour les gens qui penseraient que les équipes de Mickey Rourke avaient raison en lui conseillant de ne pas faire ce match, sachez qu'il n'a effectivement pas fait le match, mais que malgré tout ça, il n'a absolument pas gagné d'Oscar, et d'ailleurs le film n'en a gagné aucun cette année-là, comme quoi finalement ça n'a pas changé grand-chose. Mais bon, revenons sur Jericho, puisque sa carrière est encore très longue, et après avoir battu Ricky Steamboat une fois de plus lors de Backlash 2009, dans un match très cool que j'avais pourtant oublié, Y2J se relancera à la poursuite du titre intercontinental, démarrant alors une rivalité très stylée contre Rey Mysterio, et battant finalement celui-ci lors de Extreme Rules 2009 pour récupérer son 9e titre de champion intercontinental. La rivalité continuera malgré cette première victoire, et Mysterio reprendra son titre dans un match titre contre masque lors du Bash 2009 qui était très stylé aussi, ce qui permettra à Jericho de s'attaquer à des histoires différentes. Alors que Edge n'est pas sur la carte du Bash et que Jericho vient de perdre son titre, le general manager Teddy Long va intégrer les deux hommes au match par équipe prévu ce soir-là, et la nouvelle équipe de Chris Jericho aura immédiatement beaucoup de succès puisqu'après un spear de Edge, les deux hommes deviennent les nouveaux champions par équipe unifiés de la WWE. Personnellement, j'aimais beaucoup cette équipe à l'époque et je trouvais qu'en tant que heel, les deux fonctionnaient très bien, d'autant que cette histoire ne va pas s'arrêter qu'à un règne de champion par équipe et va aller beaucoup plus loin. Alors que tout semble bien se passer entre les deux, Edge subit une réelle blessure au tendon d'Achille et se retrouve alors écarté des rings. Mais au lieu de se retrouver sans partenaire et donc sans titre, Jericho se trouve un nouveau partenaire lors de Night of Champions en la personne du Big Show. Ce soir-là, on a donc la formation officielle de Jerry Show, une équipe absolument détestable mais qui fonctionnait tellement bien et qui va dominer la division par équipe pendant de nombreux mois, permettant à Jericho de toujours remporter ses matchs grâce à la puissance du Big Show et se cachant en permanence derrière le géant. Le règne de champion par équipe de Jerry Show va mener l'équipe à défendre les ceintures à de nombreuses reprises contre différents adversaires et elle leur permettra même de tenter leur chance au titre poids lourd dans un triple menace contre l'Undertaker, mais finalement les deux hommes perdront les ceintures au profit de la DX lors de TLC 2009 après un match plutôt cool. Le Big Show et Chris Jericho tenteront suite à ça de reprendre les ceintures, mais ils échoueront évidemment, et de toute façon Jericho allait avoir bientôt des occupations bien plus importantes, puisque suite au retour de Edge dans le Royal Rumble 2010 et à la victoire de Jericho dans l'Elimination Chamber grâce à une intervention de Shawn Michaels, le match de WrestleMania 26 pour le titre poids lourd était tout tracé, les deux anciens champions par équipe allaient s'affronter sur la plus grande scène du monde. Avant ça, Jericho fait un tour rapide du côté de NXT où il est coach dans la première saison, apparaissant dans le tout premier épisode pour avoir un match excellent contre Daniel Bryan, que je vous conseille d'ailleurs tous d'aller revoir. Finalement, arrivé à WrestleMania, alors que franchement j'étais convaincu que Edge allait avoir le dessus sur son ancien associé pour faire un retour triomphant, c'est bien Chris Jericho qui remporte le match et conserve son titre, mais le règne ne sera de toute façon pas de longue durée puisque dès le
SmackDown suivant, il le perd contre Jack Swagger, qui encaisse ce soir-là sa mallette Money in the Bank. La rivalité entre Edge et Jericho va continuer un petit peu suite à ça, pour se conclure lors de Extreme Rules dans un Steel Cage match, et Jericho ira alors s'occuper autrement dans le milieu de la carte, avec notamment une rivalité contre Evan Bourne et une défaite dans le Money in the Bank de Raw, avant d'aller se mêler de la rivalité entre la team WWE et la team Nexus, en se faisant éliminer dans le match 7 contre 7 lors de SummerSlam. Toujours heel malgré son opposition à la Nexus, Jericho continue son chemin du côté de Raw après ça, avec des matchs en milieu de carte, et il tente une dernière fois d'aller chercher le titre de champion du monde poids lourd à Night of Champions, mais il échoue une fois de plus et quitte la WWE après un dernier match contre John Morrison lors du Raw du 20 septembre 2010. Vous le savez probablement, mais à côté de tout ça, Chris Jericho est également membre d'un groupe de musique du nom de Fozzy, dont il est le chanteur, et toutes ces absences vont en réalité permettre à Y2J de s'éloigner un petit peu du monde du catch pour se concentrer sur sa carrière musicale et sur d'autres projets. 2010 marque donc une nouvelle période d'absence pour Jericho, et si son retour en 2007 était déjà très marquant, je me rappelle avoir été encore plus marqué par celui de 2012. Dès la fin de l'année 2011, on commence à avoir des vignettes qui teasent quelque chose avec des images bizarres que personnellement je ne savais pas du tout décrypter. À l'époque, du coup, j'avais regardé sur internet et j'avais vu tellement de rumeurs que c'était impossible pour moi de savoir qui réellement se cachait derrière ce retour. Certains annonçaient Jeff Hardy, d'autres parlaient d'un tout nouveau catcheur, bref, globalement, j'avais aucune idée de qui allait débarquer. Et donc, lors de l'épisode du 2 janvier 2012, je suis comme un fou quand la dernière vignette est diffusée et que la salle est plongée dans le noir total, je vais enfin savoir de qui il s'agit et j'ai ultra hâte. Aucun bruit n'est présent dans la salle et l'écran de ma télé est quasiment totalement noir quand soudain une silhouette avec une veste pleine de lumière apparaît sur la scène et nous sort cette pose iconique que tout le monde connaît. Et bien sûr, les fans le comprennent immédiatement, Y2J est de retour. Sa musique se déclenche et la lumière se rallume, nous confirmant bien que Chris Jericho est officiellement de retour à la WWE dans un très grand moment qui faisait ultra plaisir. Bon, finalement, il va pas nous dire grand chose pour son retour, si ce n'est son classique Come on Baby, et il quittera la salle ce jour-là sans avoir prononcé un seul mot dans le micro. Il faudra attendre 2 semaines pour entendre Chris Jericho parler, celui-ci annoncera simplement qu'il va remporter le Royal Rumble, mais après avoir échoué dans la Battle Royale, il s'attaquera la semaine suivante au champion de la WWE CM Punk, confirmant son heel turn la semaine suivante en accusant les catcheurs et les fans de n'être que des pâles copies de lui-même. Un nouveau personnage venait donc de naître, un mélange entre le Jericho arrogant en costume et le Y2J qu'on a connu dans les années 2000. Bref, Jericho venait une fois de plus de se réinventer et cette nouvelle version allait mener Jericho directement vers WrestleMania. Il se lance en rivalité contre le champion de la WWE CM Punk autour du fait que celui-ci était straight edge et que Chris Jericho essayait de lui forcer à boire de l'alcool. Et franchement, cette feud avait marqué beaucoup de gens à l'époque, notamment ce segment où Jericho verse du whisky sur la tête de CM Punk avant de s'exploser par terre après avoir glissé. Mais bon, si ce segment nous a marqué, il a en réalité lieu après le premier match entre les deux, puisque ce retour de Jericho est marqué par une nouvelle apparition à WrestleMania dans un match pour le titre contre CM Punk, que Y2J perd malheureusement et qui, bien qu'il soit excellent et pour le titre de la WWE, ne sera ce soir-là que le co-main event, passant derrière le grand Rock Cena qui conclura la soirée. D'ailleurs, cette information, ça me permet de mentionner quelque chose d'intéressant parce que pour WrestleMania 18, 10 ans plus tôt, Jericho avait bien été le main event de WrestleMania contre Triple H, mais à l'époque, il était parfaitement conscient que son match n'était pas le vrai main event. Ok, c'était lui qui clôturait le show, c'était le dernier match de la soirée, mais Jericho et les fans savaient très bien que le vrai main event c'était le match entre le Rock et Hulk Hogan, et d'ailleurs, Y2J avait à l'époque insisté pour que son match ne soit pas le dernier de la soirée. Du coup, en 2012, il a certes un match pour le titre WWE, comme en 2002, mais la WWE sait pertinemment que le vrai main event c'est le match entre Cena et The Rock, et c'est donc lui qui clôture le show. Bon, malgré tout ça, Jericho perd son match contre CM Punk, et la rivalité va donc continuer pendant quelques temps, toujours centrée sur le mode de vie straight edge de CM Punk, et elle prendra fin lors de Extreme Rules dans un Chicago Street Fight qui sera remporté par le champion. Après ce retour triomphant, Jericho va tomber un petit peu dans le bas de la carte, même s'il obtient de belles opportunités quand même, et à l'été 2012, après avoir échoué dans le Money in the Bank, Jericho effectue son face turn pour transformer encore son personnage et se lancer dans d'autres histoires. Il se lancera dans une rivalité contre Dolph Ziggler qui m'avait pas énormément marqué à l'époque et qui se conclura lors du Raw du 20 août après un match contre Money in the Bank contre contrat WWE qui sera perdu par Jericho et qui lui permettra de s'écarter une fois de plus des rings pour entamer une tournée avec Fozzy. Il faudra attendre le début de l'année 2013 pour revoir Jericho à la WWE puisque celui-ci fait son retour au Royal Rumble et après avoir échoué dans sa quête d'un 10e titre intercontinental, il se lance dans une autre rivalité contre un certain Fandango. La rivalité durera plusieurs semaines avant de mener à un match parce que pour ceux qui s'en rappellent, à l'époque Fandango débarquait chaque semaine pour faire sa petite danse mais il avait toujours une bonne raison pour ne pas combattre et l'affrontement entre les deux devra attendre WrestleMania 29 pour avoir lieu. Vous vous en doutez, Jericho perdra le match contre Fandango à WrestleMania 29 pour mettre en avant ce nouveau catcheur et force est de constater que ça a ultra bien fonctionné puisqu'après seulement 3 semaines de rivalité et une défaite à WrestleMania, les fans ont commencé à chanter la musique d'entrée de Fandango et c'était donc mission accomplie pour Jericho.
Il se lance après cette rivalité contre Fandango dans une histoire contre Curtis Axel et Ryback, et après avoir été attaqué par ce dernier, Jericho s'éloigne une fois de plus des écrans. À son retour en juin 2014, après avoir manqué WrestleMania 30, Jericho se lance dans une rivalité contre la Wyatt Family, toujours en tant que face, et après avoir perdu la rivalité contre Bray Wyatt, il se lance dans une histoire avec Randy Orton, perdant contre la Vipère à Night of Champions. Suite à ça, Jericho, qui est totalement établi à la WWE, décide qu'il n'a plus envie de participer aux shows télévisés pendant un moment, et il demande donc à Vince McMahon si c'est possible de ne catcher que dans les house shows. Et celui-ci accepte, ce qui permet donc à Jericho d'avoir une année 2015 un petit peu plus tranquille en se régalant sur les live events. Pendant cette période, il fera quand même quelques apparitions télé, notamment en tant que General Manager spécial, puis il disparaîtra pour de bon jusqu'au show Beast in the East contre Neville, avant de revenir officiellement aux écrans à Night of Champions 2015 en tant que troisième membre du Shield pour remplacer Seth Rollins aux côtés de Reigns et Ambrose, perdant le match et faisant suite à ça de nouveau des apparitions très peu fréquentes. Son retour officiel aura lieu lors du Raw du 4 janvier 2016 et il participera au Royal Rumble de cette année-là, et on va voir que si ce retour était initialement censé être une affaire de quelques mois, il durera bien plus longtemps grâce à une storyline que vous connaissez tous. Déjà, Jericho profite de son retour pour se lancer dans une rivalité très attendue contre Edge Styles, qui mène d'abord à un match à Fastlane puis au heel turn de Jericho et finalement à un match à WrestleMania 32 qu'à la surprise générale Jericho remportera. Mais malgré tout ça, c'est bien Edge Styles qui remportera la rivalité après un dernier match pour déterminer un challenger au titre de la WWE lors du Raw du 4 avril, et Jericho pourra alors s'attaquer à d'autres histoires en commençant par une rivalité contre Dean Ambrose. Honnêtement, cette rivalité, je l'avais trouvé pas mal à l'époque, les segments au micro étaient vraiment marrants et divertissants et les matchs étaient plutôt cool, notamment le Ambrose Asylum qui m'avait fait halluciner à l'époque, en particulier parce que Jericho prend pendant ce match un bump sur les punaises. Mais surtout, si cette rivalité mène à des moments plutôt cool, elle mène surtout à l'une des dernières incarnations du personnage de Chris Jericho à la WWE, avec le Y2J à l'écharpe qui était absolument excellent. C'est là que Jericho lance son terme Stupid Idiot qui était hilarant, qu'il change son personnage pour devenir un heel plutôt comique mais toujours aussi intéressant, et tout ça va mener à sa prochaine rivalité qui est l'une des plus mémorables. Après avoir encore erré un petit peu dans le milieu de la carte et avoir eu des matchs quasiment chaque semaine contre des adversaires en tout genre, tout commence pour Jericho lors de SummerSlam 2016 quand il forme pour la première fois son alliance avec Kevin Owens. D'ailleurs, petite anecdote, le même soir il va se passer autre chose, cette fois-ci bien loin des écrans, puisque pour ceux qui ne savent pas, c'est bien lors de SummerSlam 2016 que Chris Jericho va s'embrouiller avec Brock Lesnar. Mais pour le coup, premier degré, pas dans une histoire de storyline ou de je ne sais quoi, Jericho s'est vraiment embrouillé avec Lesnar après son match contre Randy Orton parce que personne ne voulait lui dire si les coups de coude dans la tempe de Randy Orton étaient prévus ou non, et du coup il trouvait que c'était ultra dangereux et a voulu confronter Lesnar à ce sujet. Cette petite anecdote, même si elle est bien connue, je voulais quand même la mentionner parce que ça montre à quel point Jericho n'en a absolument rien à foutre parce qu'il se confronte à un vrai animal, et il a même dit dans une interview qu'il était prêt à littéralement lui arracher le nez avec ses dents s'il le fallait, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, Lesnar a encore son nez et Chris Jericho peut encore marcher, et on peut donc revenir à l'histoire avec Kevin Owens. Alors encore une fois, j'adorerais vous raconter cette histoire dans les moindres détails, mais vous vous en doutez, on est là en 2016 et la carrière de Jericho est encore loin d'être finie, donc je vais être obligé de sauter pas mal d'éléments, mais une fois de plus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si une vidéo sur le sujet vous intéresse, ce sera avec grand plaisir. Globalement, l'histoire se lance comme une simple association entre Owens et Jericho, dans laquelle ce dernier va démarrer sa liste, sur laquelle il inscrira le nom de toute personne qui le saoule ou le vexe, globalement, et qui fonctionnera ultra bien avec le public et son classique. You just made the list. Du coup, vous vous en doutez, l'histoire de l'association de Owens et Jericho avec la liste de Y2J fonctionne ultra bien avec les fans, d'autant que grâce à la trahison de Triple H sur Seth Rollins, Kevin Owens devient champion universel, et Jericho aide donc son ami à conserver sa ceinture pendant un bon moment. L'union de Owens et Jericho va tellement bien fonctionner qu'elle va mener Y2J jusqu'à un nouveau titre de champion, puisqu'il va battre Roman Reigns dans un match handicap aux côtés de Kevin Owens lors du Raw du 9 janvier, pour devenir champion des États-Unis pour la première fois de sa carrière. Évidemment, l'histoire entre Owens et Jericho nous donnera aussi la classique chanson de Christophe Ajus que vous connaissez tous, et tellement de moments excellents à la télé, aussi drôles que divertissants et qui ont franchement régalé pendant les années 2016 et 2017. Mais bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, et même si cette histoire est la seule raison pour laquelle Jericho est resté si longtemps à la WWE à ce moment-là, l'association entre les deux prend fin dans l'un des segments les plus inoubliables et marquants de l'époque. Alors que quelques temps auparavant, Jericho a accepté un match contre Goldberg au nom de Kevin Owens, forçant celui-ci à défendre sa ceinture contre le Hall of Famer lors de Fastlane et contribuant en plus à sa défaite, il veut se faire pardonner en organisant le festival de l'amitié lors du Raw du 13 février. Tout semble donc rentrer dans l'ordre, mais ce soir-là, Kevin Owens offrira à Jericho une nouvelle liste puisque la sienne avait été détruite, et dans un moment tellement bien réalisé, Jericho se rendra compte que son nom est sur la liste avant de la lever aux yeux de tous, révélant qu'au dos il était écrit la liste de Kevin Owens, officialisant donc la fin de leur amitié et de leur association après une attaque de KO sur son partenaire pour lancer une rivalité. Franchement, ce segment est tellement parfait, il y a juste rien à dire. Le jeu d'acteur de Jericho est incroyable, le timing pour faire découvrir à tout le monde que Owens s'apprête à trahir Y2J qui ne s'y attend pas, c'est juste excellent. Bref, c'est l'un de mes moments favoris de l'époque. Tout ça mènera donc à un match à WrestleMania 33 pour le titre des États-Unis qui sera remporté par Kevin Owens,
mais qui sera surtout malheureusement la principale raison du départ de Jericho par la suite. Initialement à l'époque, les plans étaient que Jericho et Owens s'affrontent dans le main event de WrestleMania pour le titre universel, et franchement vu la qualité de leur histoire ça aurait été très bien, mais au lieu de ça, le titre universel a été mis sur Goldberg pour aller affronter Brock Lesnar, et le match entre Owens et Jericho est passé de main event à second match sur la carte. Certains d'entre vous le savent, le deuxième match sur la carte de WrestleMania c'est l'une des places les plus compliquées parce qu'on y met généralement les matchs les moins intéressants, puisqu'il est placé directement après le match qui est censé chauffer la salle, et donc le public est généralement beaucoup plus fatigué et moins investi, et du coup le fait de placer Owens et Jericho à cet endroit là alors qu'ils avaient une rivalité ultra intense et intéressante, c'était vraiment une insulte, qui a notamment fait prendre conscience à Jericho que peu importe ce qu'il ferait, et même s'il avait la meilleure histoire, il serait toujours considéré comme au second plan. En plus de ça, après le match, Vince McMahon dira à Kevin Owens que le match était l'un des pires de l'histoire de WrestleMania, ce qui est ultra audacieux, parce que je peux vous dire que je suis en train de me refaire tous les WrestleMania et je vous jure que celui-là n'est même pas dans le top 100 des pires. Et après avoir fait quelques brèves apparitions suite à ça, Jericho quittera officiellement la WWE en juillet 2017 pour faire une dernière apparition dans le ring lors du Greatest Royal Rumble en avril 2018. Alors là, pour ceux qui ne connaissent la carrière de Jericho qu'à la WWE, vous pouvez logiquement penser qu'on a fini. On a fait le tour de quasiment tout, on a presque tout évoqué, et pourtant croyez-moi, on en est en fait très loin. En 2017, alors qu'il n'est plus sous contrat avec la WWE, Jericho fait un retour inattendu et incroyable du côté du Japon à la New Japan Pro Wrestling pour commencer un programme contre Kenny Omega. Ce match est l'un des matchs qui a montré à Jericho que les gens voulaient encore le voir et qui lui a redonné envie de catcher à plein temps, puisque les deux hommes vont avoir lors de Wrestle Kingdom un match incroyable que je vous conseille tous de voir et qui en a convaincu beaucoup de s'intéresser à la New Japan à l'époque. Après cet affrontement, Jericho restera un petit moment du côté de la NJPW où il gagnera le titre intercontinental contre Tetsuya Naito lors de Dominion après avoir encore fait évoluer son personnage pour cette fois-ci devenir le Painmaker qui s'inspirait d'un personnage de serial killer, et il apparaîtra également sur le show All In le 1er septembre 2018 pour confronter Kenny Omega avant d'alterner sa carrière musicale et sa carrière dans le catch, avec notamment sa croisière qui mélange ces deux passions. Mais une fois de plus, même si tous ces éléments pouvaient annoncer la fin définitive de la carrière de Jericho, on en était en fait très loin, puisqu'à la création de la AEW, Jericho est annoncé à la surprise générale comme un membre du roster, ce qui lui permettait de se relancer dans un dernier run excellent, mais qui permettait en plus de mettre beaucoup d'œil sur le produit AEW. La rivalité entre Jericho et Omega prendra fin avec un match lors du premier pay-per-view de la AEW, Double or Nothing en 2019, et Y2J reviendra suite à ça du côté de la New Japan pour affronter Kazuchika Okada et tenter de lui prendre le titre de champion IWGP, mais il échouera avant de revenir à plein temps à la AEW. Là-bas, des All Out en août 2019, Jericho remporte le titre de champion du monde AEW pour devenir le champion inaugural après avoir battu Adam Page, et cette victoire lancera par la suite Jericho dans son premier run à l'AEW en tant que champion avec l'Inner Circle à ses côtés. Au sein de ce clan, on retrouve Santana et Ortiz, une équipe excellente, Sammy Guevara, un catcheur prometteur à l'époque et qui a depuis prouvé son talent, et enfin Jake Hager que vous connaissez sûrement plutôt sous le nom de Jack Swagger. Ayant personnellement choisi ses partenaires pour former ce groupe, Jericho va véritablement s'établir comme le visage de l'AEW en devenant celui qui se faisait appeler à l'époque le champion. Bien sûr, à côté de tout ça, l'un des faits marquants de Jericho à l'AEW, c'est également sa musique d'entrée qui est faite par son propre groupe de musique et que le public reprend en cœur à chacune de ses entrées bien qu'il soit heel dans des moments juste fascinants. En plus de devenir le champion, Jericho régale les fans avec ses promos excellentes chaque semaine à Dynamite, en plus de sa classique catchphrase "A little bit of the bubbly", qui deviendra un mème et qui fonctionnera ultra bien auprès des fans, et après ça, la légende du catch profitera de sa présence à l'AEW pour créer les stars de demain en ayant des matchs contre Cody Rhodes, Darby Allin, Scorpio Sky ou encore Jungle Boy. C'est donc après de nombreuses excellentes rivalités, notamment une contre Cody Rhodes qui se conclura par un très bon match à Full Gear, que Jericho finit par perdre son titre lors de AEW Revolution pour mettre en avant le prochain visage de l'AEW, un certain Jon Moxley. Après ça, Jericho ne prend pas pour autant du repos et il continue avec son Inner Circle à avoir une place importante sur les shows, se lançant notamment en rivalité avec The Elite qui mènera au fameux Stadium Stampede alors que le public avait été contraint de quitter les salles à cette époque. Et pourtant, même sans public dans les salles, Jericho continue de se réinventer durant l'été 2020, devenant le Demo God, c'est-à-dire le dieu des démographiques, en faisant référence au score intéressant de l'AEW dans les audiences chez les 18-49 ans en particulier. Le Demo God se lance donc dans d'autres rivalités après ça, notamment contre Orange Cassidy, et la prochaine rivalité de Jericho allait également être contre une star montante puisqu'un certain MJF se lance à la poursuite du Demo God. Voulant rejoindre l'Inner Circle, MJF se lance en rivalité contre Jericho et il parvient à rejoindre le groupe après avoir battu Y2J lors de Full Gear, ce qui mènera les deux anciens rivaux à faire équipe à de nombreuses reprises, tentant même d'aller chercher les titres par équipe. Finalement, Jericho et MJF vont échouer, ce qui mènera à la trahison de ce dernier qui quittera l'Inner Circle pour aller former sa propre faction et mener à l'un des matchs les plus populaires de l'AEW pour la première fois de l'histoire, le Blood and Guts. Ce premier Blood and Guts sera évidemment un succès, c'est un match très cool que je vous conseille d'aller voir, mais la rivalité entre Jericho et MJF ne s'arrêtera pas là puisque Jericho cherchera à prendre sa
sa revanche sur son ancien associé qui lui fera mériter son match en lui faisant passer par les travaux de Jericho en référence aux travaux d'Hercule. C'est donc après avoir battu Shawn Spears, Nick Gage, Juventud Guerrera et Wardlow que Jericho aura enfin le droit d'affronter MJF lors du Dynamite du 18 août, mais malheureusement pour la légende des rings, c'est bien MJF qui aura le dessus sur lui ce soir-là. Alors je suis passé très vite sur tout ça, mais évidemment cette période permet de nombreuses choses puisque MJF s'établit comme un catcheur très crédible avec Wardlow à ses côtés notamment. On a aussi le fameux match entre Nick Gage et Jericho qui fera polémique puisque Nick Gage sortira un rouleau à pizza pour trancher le front de Jericho juste avant une pub pour Domino's. Et on a la première apparition des travaux pour les adversaires de MJF qu'il ressortira plus ou moins contre CM Punk dans leur rivalité excellente en fin d'année. Bref, vous vous en doutez, cette rivalité est très bonne et elle se conclut lors de All Out 2021 avec un combat final entre MJF et Jericho dans lequel celui-ci met sa carrière en jeu et sauve son honneur en battant MJF au terme d'un très bon match une fois de plus. Après cette rivalité, Jericho reviendra dans des histoires autour de son groupe en se lançant dans une histoire avec Dan Lambert et son équipe de combattants MMA, et alors qu'il était face depuis sa rivalité contre MJF, Jericho effectue de nouveau son heel turn en attaquant Eddie Kingston, Santana et Ortiz pour mettre un terme à l'Inner Circle et créer son nouveau groupe, la Jericho Appreciation Society. Alors pour être honnête, autant j'aimais beaucoup l'Inner Circle, autant le côté insupportable de ce nouveau groupe est ultra cool et ça fonctionne hyper bien, d'autant qu'ils vont avoir suite à ça une rivalité contre le Blackpool Combat Club qui permettra aussi à Jericho de mettre en avant le côté divertissement sportif du catch face au côté plus brutal et sportif mis en avant par le BCC. Vous le savez, j'ai malheureusement pas le temps de suivre la EW autant que je le voudrais, principalement par manque de temps, mais ces quelques rivalités de Jericho, j'ai vraiment pris plaisir à les suivre, d'autant que j'aimais beaucoup le Blackpool Combat Club et je trouvais que l'opposition des deux styles était ultra intéressante. Avec cette nouvelle faction, Jericho en profite pour mettre en avant de nouveaux talents, notamment Daniel Garcia, un jeune catcheur ultra intéressant, et suite au début de Claudio Castagnoli lors de Forbidden Door en 2022, la JAS affronte le BCC une dernière fois en juin 2022, dans un Blood and Guts encore une fois hallucinant, au terme duquel les adeptes du divertissement sportif vont s'incliner face aux vrais catcheurs. Jericho se relance suite à ça brièvement dans la course au titre en essayant de remporter le championnat intérimaire détenu par Jon Moxley, et après avoir échoué, il se lance à la poursuite du titre ROH suite au rachat de l'entreprise par la AEW, remportant la ceinture dès sa première opportunité contre Claudio Castagnoli lors du Dynamite du 21 septembre. Cette victoire et ce règne de champion donnera un nouveau surnom à Jericho qui deviendra The Ocho en référence au fait que le titre ROH est son 8e titre de champion du monde, et après de nombreuses défenses et un règne que j'avais bien apprécié malgré ce que certains ont pu dire dessus, Jericho perd son titre contre l'ancien champion Claudio Castagnoli lors de ROH Final Battle 2022. Depuis, Jericho continue son parcours à la AEW, toujours avec sa faction, et après s'être lancé dans une rivalité contre Adam Cole en mai 2023, il s'est lancé dans une nouvelle histoire face à Darby Allin et Sting qui a mené à un match lors de Forbidden Door 2023. On voit donc qu'après plus de 30 ans de carrière, Chris Jericho est encore au sommet de son art, autant au micro que dans le ring, et avec un run très intéressant et rempli de renouvellement à l'AEW, Jericho reste aujourd'hui l'une des figures majeures du catch. Il est considéré par beaucoup comme le meilleur au monde et ce titre n'est clairement pas volé, puisqu'en plus de ses accomplissements en termes de championnat, Jericho est un excellent catcheur dans le ring et il raconte des histoires formidables en s'adaptant toujours à son nouveau personnage pour se réinventer, ce qui fait très clairement de lui l'un des meilleurs. Qu'il vous ait fait vibrer dans la division Cruiserweight à la WCW, que vous l'ayez soutenu dans sa montée au sommet de la WWF jusqu'au titre de champion indisputé, que vous l'ayez détesté avec son rôle arrogant pendant la génération Catch Attack, que vous ayez adoré suivre ses retours dans les années 2010 et son histoire avec Kevin Owens, ou que vous adoriez aujourd'hui son travail du côté de la AEW en plus d'avoir profité de son passage excellent à la New Japan, c'est impossible qu'en tant que fan de catch vous n'ayez pas été marqué par l'une des périodes de Chris Jericho, et quand on sait qu'il compte continuer à catcher encore longtemps, on sait qu'on est encore loin d'avoir tout vu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais qu'elle est bien plus longue que celle de d'habitude, mais en plus d'avoir une immense carrière à retracer, j'ai voulu ajouter quelques petites anecdotes en allant écouter des interviews de Jericho. Donc si l'idée d'ajouter des petits détails et petites anecdotes comme ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à me le dire. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo et de vous abonner si ça vous a plu, et pour me soutenir, vous pouvez me rejoindre sur tous mes liens qui sont en description. Et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.